J'ai toujours cru que le Noël en France était synonyme de paix, de vin chaud et de rire forcé autour d'une bûche de Noël trop sucrée. Mais cette année-là, dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement de Paris, tout a basculé en un instant qui a fissuré mon âme comme une assiette en porcelaine de Limoges jetée au sol. Ma belle-mère, cette vipère élégante drapée dans un châle de cachemire, a levé son verre de champagne et déclaré d'une voix suave, presque théâtrale: « Chers tous, j'ai une nouvelle à partager. Claire est stérile. Elle ne nous donnera jamais d'héritier pour perpétuer le nom Duval. » Les mots ont claqué comme un fouet dans le silence ouaté de la salle à manger, où les guirlandes lumineuses clignotaient encore innocemment. Et alors que les fourchettes s'immobilisaient sur les assiettes de dinde farcies au marron, mon mari, Pierre, s'est levé lentement, ses yeux froids comme la Seine en hiver, brandissant une liasse de papier jauni par la trahison. Les documents de divorce, signés en secret depuis des mois. Personne n'a bougé. Ma sœur, Élise, a étouffé un hoquet derrière sa serviette brodée, et mon père, ce vieux loup de la finance parisienne, a pâli sous sa moustache grise. Moi, j'ai senti un vide abyssal s'ouvrir en moi, plus profond que les catacombes sous nos pieds. Stérile. Le mot résonnait comme une sentence de la guillotine, prononcée non par un bourreau masqué, mais par la femme qui m'avait accueilli dans sa famille avec des sourires enjôleurs et des invitations à d'été chez la Durée. Comment avait-elle su? Les analyses médicales que j'avais faites en cachette, après des mois d'essais infructueux, étaient confidentielles, rangées dans un tiroir de mon bureau chez moi, dans notre chambre conjugale. Et Pierre? Mon Pierre, l'homme aux mains douces qui m'avait juré fidélité sous les arches de Notre-Dame, se tenait là, impassible, comme un acteur sur la scène de la Comédie-Française attendant son cul. « Claire, » a-t-il dit enfin, sa voix basse et mesurée, comme s'il récitait un contrat notarié, « cela fait trop longtemps que nous jouons à ce jeu maman a raison. Nous avons besoin d'un avenir, d'une lignée. Ces papiers. Ils libèrent nous deux. » Libère. Le mot m'a frappé comme une gifle. J'ai ri, un rire hystérique qui a fait teinter les verres de cristal. Libère? Tu parles comme si j'étais une prisonnière, Pierre. Et ces rumeurs que j'ai entendues, ces murmures dans les couloirs de ton cabinet d'avocat? Cette assistante, Sophie, avec son ventre qui s'arrondit? Les yeux de ma belle-mère se sont plissés, deux fentes de jade malveillant, mais Pierre n'a pas nié. Il a simplement posé les papiers sur la table, à côté de la branche de houx, et s'est rassis, comme si on discutait du menu du réveillon. Ce soir-là, après que les invités se soient dispersés dans un brouillard d'excuses maladroites, « C'est la fatigue des fêtes, ma chérie », avait susurré Élise en m'embrassant la joue. Je me suis enfermé dans la salle de bain, le marbre froid sous mes pieds nus. J'ai ouvert le robinet à fond, laissant l'eau chaude noyer le bruit de mes sanglots. Stérile. Était-ce vrai? Les médecins m'avaient parlé de complications après une opération d'appendicite mal gérée dans ma jeunesse, à Lyon, quand j'étais encore une étudiante en littérature à la Sorbonne. Mais Pierre savait. Il avait lu les rapports, il m'avait tenu dans ses bras en promettant que cela n'avait pas d'importance, que notre amour suffisait. Mensonges. Tous des mensonges enveloppés dans le papier de soie de notre vie bourgeoise. Les dîners au Fouquet's, les week-ends à Deauville, les promesses chuchotées au lit. Le lendemain, le 25 décembre, Paris s'éveillait sous un manteau de givre, les lumières de l'avenue des Champs-Élysées encore allumées comme des regrets. J'ai erré dans les rues, emmitouflé dans un manteau de laine que Pierre m'avait offert pour notre anniversaire de mariage. 2 ans. Seulement 2 ans, et déjà cette fin brutale. J'ai poussé la porte d'une petite librairie près de la Seine, chez les bouquinistes, un havre de vieux volumes sentant la poussière et les secrets enfouis. Là, entre les rayonnages courbés, j'ai trouvé un livre jauni, Les liaisons dangereuses de Laclos. Ironie du sort. Valmont et Merteuil, ces manipulateurs du XVIIIe siècle, qui tissaient leur toile de vengeance amoureuse. J'ai acheté le livre, et en rentrant, j'ai commencé à lire, les mots se gravant en moi comme un serment. Mais la trahison ne s'arrêtait pas là. Le soir même, alors que Pierre était parti régler des affaires, euphémisme pour rejoindre Sophie, sans doute, j'ai fouillé son bureau. Les tiroirs étaient verrouillés, mais j'avais la clé, celle que j'avais volée à son trousseau des mois plus tôt, par simple curiosité. À l'intérieur, pas seulement les papiers de divorce, mais une lettre. Une lettre de ma belle-mère, datée d'il y a 6 mois. Mon cher Pierre, il est temps d'agir. Claire porte le poids de trop de secrets. Souviens-toi de l'affaire de l'héritage de ton père. Elle a tout avoué, mais c'est toi qui as détourné les fonds pour ton pari hasardeux sur les actions. Si elle parle, nous sombrons tous. Utilise cela. Fais-lui porter le chapeau, comme on dit vulgairement. Et pour l'héritier. Sophie est parfaite. Elle est fertile, discrète et ambitieuse. Brise-la, mon fils. Pour la famille. Mon cœur a cogné si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. L'affaire de l'héritage. Il y a 1 an, quand le père de Pierre était mort d'une crise cardiaque lors d'un gala à l'Opéra Garnier, on avait découvert des irrégularités dans les comptes familiaux.
Des millions d'euros disparus, volatilisés dans des investissements foireux. J'avais été interrogé par la police, accusé d'avoir falsifié des documents parce que j'étais la nouvelle venue, l'épouse opportuniste. J'avais plaidé non coupable, mais sous la pression, j'avais signé un accord de confidentialité, payant de ma poche une partie de la somme pour clore l'affaire. Gánh tội thay. J'avais porté le fardeau pour Pierre, pour protéger notre mariage, pour cette famille que j'aimais malgré ses fissures. Et maintenant, cela servait de levier pour me détruire. La rage m'a envahi, une colère sourde, française dans son élégance contenue, comme celle d'une révolution qui couve sous les pavés de la Bastille. Je n'allais pas me laisser abattre. Non. La vengeance, cette vieille compagne des âmes blessées, allait être mon guide. J'ai sorti mon téléphone et appelé Élise. « Sœur », ai-je murmuré, la voix tremblante mais résolue, « j'ai besoin de ton aide. Il y a un secret que nous allons exhumer, et il va les engloutir tous. » Elle a hésité, mais je savais qu'elle haïssait sa mère autant que moi. Des années de favoritisme, de comparaison cruelle. « D'accord, Claire. Mais sois prudente. Les Duval ne pardonnent pas. » Les jours suivants ont été un tourbillon de préparation discrète. Paris, avec ses cafés enfumés et ses ruelles sombres, est le terrain idéal pour ourdir un complot. J'ai rencontré un avocat, un ancien amant de la Sorbonne nommé Julien, dans un bistrot près de la place de la Concorde. Cheveux poivre et sel, yeux perçants, il a écouté mon récit sans sourciller. C'est du chantage classique, ma chère. Mais avec des preuves, nous pouvons les ruiner. Fiscalement, légalement, socialement. J'ai sorti la lettre, photocopiée en secret. Ses doigts ont tapoté la table en marbre. Parfait. Mais la vengeance, Claire. Elle consume. Es-tu prête à tout perdre? Prête? J'ai ri doucement. Perdre quoi? Un mari qui m'avait trahi, une belle-mère qui m'avait poignardé dans le dos, une vie de façade? Non. J'allais les dépouiller de tout, leur honneur, leur fortune, leur si précieux nom. Le premier coup serait subtil. Une lettre anonyme à l'inspecteur des impôts, avec des indices sur les détournements. Le deuxième, plus personnel. Confronter Sophie, non pour la briser, mais pour la rallier. Car dans ce jeu de dupes, les pions pouvaient devenir des reines. Bientôt, le nouvel an approchait, et avec lui, le gala annuel des Duval à l'hôtel de Crillon. C'était l'occasion parfaite. J'y entrerais, non comme l'épouse bafouée, mais comme la spectre de leur culpabilité. Et là, sous les lustres de cristal, la première fissure apparaîtrait. Mais avant cela, il fallait consolider mes alliances. Élise m'a rejoint ce soir-là, dans mon appartement temporaire près de Montmartre, loué à la hâte. Nous avons bu du cognac, fumé des cigarettes blondes sur le balcon donnant sur le Sacré-Cœur enneigé. Maman est un monstre, a-t-elle avoué, les larmes aux yeux. Elle m'a toujours traité comme une ombre, parce que je n'étais pas l'héritière mâle. Et Pierre, il est son pantin. Mais toi, Claire, tu es la clé. Nous avons planifié jusqu'à l'aube, les documents à falsifier subtilement, les témoins à soudoyer, les ragots à semer dans les salons parisiens. La France, terre de scandales enivrants, de l'affaire Dreyfus à nos feuilletons people contemporains, adorait les chutes de dynastie. Les Duval, ces banquiers respectés, allaient devenir le prochain feuilleton. Mais au fond de moi, une ombre persistait. Et si la stérilité n'était qu'un mensonge de plus? Et si Pierre et sa mère avaient fabriqué cela pour me discréditer? Les tests. Je les referais. Secrètement. Pour l'instant, la vengeance primait. Les semaines qui ont suivi le Noël maudit se sont étirées comme un hiver interminable sur les bords de la Loire, où j'avais grandi dans une maison modeste au volet vert, loin des intrigues parisiennes. J'ai quitté l'appartement haussmannien pour un studio exigu dans le Marais, entouré de galeries d'art et de librairies d'occasion, où l'odeur de cuir ancien masquait à peine la moisissure de mes regrets. Pierre avait tenté un appel, une seule fois, sa voix suave filtrant à travers le répondeur. « Claire, c'est une erreur. » Revenons. Maman était excessive. Excessive. Le mot m'a fait sourire amèrement. Comme si empoisonner un mariage avec un tel venin était une simple peccadille, un faux pas lors d'un bal masqué. Mais je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai plongé dans les archives familiales, celles que j'avais numérisées en secret pendant nos vacances à la Côte d'Azur l'été précédent. Des boîtes de documents poussiéreux, cachées dans le grenier de la maison de famille à Neuilly-sur-Seine. Là, entre factures jaunies et contrats notariés, j'ai exhumé la vérité sur l'affaire de l'héritage. Le père de Pierre, Henri Duval, n'était pas mort d'une crise cardiaque innocente. Non. Les rapports médicaux, achetés cher à un infirmier complice, révélaient des traces de digitaline dans son sang, un poison subtil, administré en dose homéopathique sur des mois. Et qui avait accès à ces médicaments? Sa femme, bien sûr, ma belle-mère, veuve éplorée qui avait hérité de tout,
la banque familiale, les vignobles en Bordelais, les appartements loués aux touristes égarés. Le choc m'a cloué sur place, les mains tremblantes sur l'écran de mon ordinateur portable. Meurtre. Pas un accident, mais un calcul froid, digne d'un roman de Simenon. Henri avait découvert les dettes de jeux de pierre, des soirées folles au casino de Deauville, des paris sur des chevaux pur sang qui n'avaient jamais franchi la ligne d'arrivée. Pour couvrir cela, Pierre avait pioché dans les fonds de la banque. Et quand Henri avait menacé de le déshériter, la solution s'était imposée, éliminer le patriarche, faire porter le blâme à la Bruce cupide. Moi, j'avais Gan Titaï, signant ces accords sous la menace voilée de poursuites judiciaires, convaincu que c'était pour protéger Pierre, l'homme que j'aimais. Aveugle. Stupide. J'ai contacté Julien à nouveau, cette fois dans son cabinet du palais de justice, où les murs suintaient d'histoires de procès iniques. Assis derrière un bureau en acajou, il a feuilleté les documents, ses lunettes glissant sur son nez aquilin. C'est explosif, clair. Si nous portons plainte pour meurtre, c'est la chaise électrique, métaphoriquement, bien sûr. La France n'exécute plus, mais les Duval seront traînés dans la boue des tabloïds. Le Monde, Paris Match. Ils se répéteront de cela. J'ai hoché la tête, le cœur serré. Mais la vengeance n'était pas seulement justice. Elle était catharsis, un exutoire pour l'humiliation qui me rongeait comme un acide lent. Sophie est entrée en scène peu après. Je l'ai approchée lors d'une vernissage au Louvre, où les œuvres de Monet flottaient dans une lumière tamisée, ironiquement paisible. Elle était là, radieuse dans une robe rouge sang, la main sur son ventre arrondi de 5 mois. « Sophie », ai-je dit en m'approchant, un verre de chardonnay à la main, « félicitations pour tout ». Ses yeux, d'un bleu innocent, se sont écarquillés. Nous nous sommes isolés dans une salle vide, face à la Joconde, ce sourire énigmatique qui semblait se moquer de nos misères. « Pierre m'a tout dit », a-t-elle murmuré, les larmes perlant. La stérilité, les papiers. Il dit que c'est pour le mieux. Mais moi, je suis juste. L'autre femme. J'ai sorti une photo de mon sac, la lettre de la belle-mère, avec son en-tête élégant. Lis. Et comprends que tu n'es qu'un pion dans leur jeu fertile, oui, mais remplaçable. Comme moi avant toi. Elle a pâli, ses mains caressant instinctivement son ventre. L'enfant. Est-ce que... J'ai secoué la tête. Non. Mais joins-toi à moi, Sophie. Aide-moi à les faire tomber, et ton enfant aura un avenir sans leur ombre. Elle a hésité, puis hoché la tête. Une alliance fragile, née de la trahison partagée. Nous avons échangé numéros, promesses chuchotées sous les voûtes du musée. De retour dans mon studio, les nuits étaient hantées par des rêves. Pierre riant au-dessus de mon cercueil financier, ma belle-mère versant du poison dans mon verre de Bordeaux. Je me suis mise à écrire, un journal intime enflammé, où chaque page saignait de rage. La culture française, avec ses intrigues de cour et ses duels masqués, m'inspirait. J'imaginais le gala du Nouvel An comme un bal chez le duc de Guermantes, où les masques tomberaient un à un. Élise, de son côté, avait infiltré le cercle des amis de sa mère. Ces bourgeoises siliconées qui sirotaient du thé à l'anglaise tout en médisant. « J'ai semé le doute », m'a-t-elle dit au téléphone. Des rumeurs sur des irrégularités fiscales. Elles en parlent déjà, comme d'un mauvais feuilleton. Mais un doute me taraudait, la stérilité. Était-ce un mensonge? J'ai pris rendez-vous dans une clinique privée du 16e arrondissement, sous un faux nom. Le médecin, un homme bourru aux mains assurées, a pratiqué les tests avec efficacité germanique. Résultat dans 1 semaine, madame. Une semaine d'attente, de promenade solitaire le long des quais, où les bouquinistes vendaient des cartes postales jaunies de Paris d'antan. J'ai croisé Pierre par hasard, près du pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des chaînes. Il s'est approché, l'air contrit. « Claire, s'il te plaît. On peut en discuter. »« Sophie, c'est une erreur. » J'ai ri, un rire froid comme le Vendée. « Une erreur? Comme falsifier des comptes? Comme laisser ta mère m'accuser de vol? Ou comme empoisonner ton père pour un héritage ?» Ses yeux se sont écarquillés, une fissure dans son masque d'avocat. « Tu. Comment sais-tu » J'ai haussé les épaules. Les secrets ont des ailes, Pierre. Et les miens vont bientôt voler haut. Il m'a saisi par le bras, ses doigts comme des serres. « Tu bluffes. Si tu parles, je te détruis. » J'ai dégagé mon bras doucement. Essaie. Et vois ce qui arrive aux serpents quand on les expose à la lumière. Les résultats sont arrivés par courrier anonyme, glissé sous ma porte un matin pluvieux. Négatif. Pas stérile. Les tests initiaux avaient été manipulés. Un rapport falsifié par un labo complice, payé par les Duval pour me briser moralement avant le coup fatal. La rage s'est muée en fureur pure, une tempête atlantique déchaînée.
J'ai appelé Sophie et Élise. C'est l'heure. Le gala. Nous frapperons là. Et tandis que Paris se parait de lumière pour le nouvel an, je forgeais mon arme, un dossier complet, prêt à être livré aux médias, à la justice, au monde. Le Marais en hiver est un labyrinthe de mystères, avec ses hôtels particuliers aux façades craquelées et ses cours intérieures où l'écho des pas se perd comme un aveu non dit. C'est là que j'ai ourdi le cœur de ma revanche, dans un café aux murs tapissés de miroirs anciens, où le reflet de mon visage amaigri me renvoyait une femme que je reconnaissais à peine. Les yeux cernés de noir, les lèvres pincées en une ligne résolue, les cheveux relevés en un chignon sévère comme celui d'une veuve en deuil. Élise et Sophie m'ont rejointe ce soir-là, apportant des dossiers et des enregistrements volés, des conversations surprises entre Pierre et sa mère, capturées par un micro dissimulé dans le bureau familial. « Écoute ça », a dit Élise en branchant son téléphone sur une petite enceinte. La voix de ma belle-mère, suave et venimeuse. « Pierre, mon chéri, Claire doit partir. Imagine, stérile, voleuse, et maintenant, suspecte dans la mort d'Henri? Les tabloïds la crucifieront. Et Sophie, elle accouchera en mars. Parfait timing pour un remariage discret. Pierre, hésitant, mais maman, et si elle se bat? Un rire cristallin. Elle, une petite prof de littérature? Elle pliera. Elle plie toute. Sophie a frissonné, sa main sur son ventre. Mon Dieu, je suis enceinte de lui depuis juillet, et il m'a promis le mariage. Mais maintenant, j'ai posé ma main sur la sienne. Il t'a menti, comme moi. Mais ensemble, nous le ferons payer. Le plan s'est cristallisé autour d'un verre de pastis dilué, cette boisson anisée qui brûle la gorge comme la vérité. Premier acte, infiltration. Élise, en tant que fille légitime, entrerait au gala avec un plus fictif, moi, déguisé en une cousine éloignée d'un nom inventé, sous un faux passeport fourni par Julien. Deuxième acte, diversion. Sophie, invitée en tant qu'assistante, créerait un scandale mineur, une dispute feinte avec Pierre pour attirer l'attention. Troisième acte, révélation. Pendant que les flashs crépiteraient, je projetterais le dossier sur l'écran géant de la salle de bal, via un tac discret orchestré par un geek de mes étudiants à la Sorbonne. Quatrième acte, fuite. Nous disparaîtrions dans la nuit parisienne, laissant la police et les journalistes aux portes. Mais la vengeance, en France, n'est jamais linéaire. Elle est baroque, imprégnée de l'esprit des salons du XVIIIe siècle, où les mots étaient des dagues. J'ai ajouté une touche personnelle. Une lettre manuscrite à ma belle-mère, glissée dans son sac lors du gala, citant Laclos, « La crime d'un jour ne se rachète pas par la vertu d'un instant. Vous avez semé le poison, récolté les orties. » Élise a approuvé d'un hochement de tête. Poétique. Et cruel. Parfait. Sophie, plus pragmatique, a apporté les preuves médicales. Le labo corrompu, facture à l'appui, prouvant la falsification de mes tests de fertilité. Pour l'enfant, a-t-elle dit, je veux qu'il grandisse libre de cela. Les jours précédant le gala ont été un tourbillon de répétitions. Nous nous sommes entraînés dans mon studio, mimant les gestes, chronométrant les silences. Paris, complice, nous offrait ses cachettes. Un tailleur sur mesure chez un couturier du Sentier, un masque vénitien acheté au puces de Saint-Ouen. J'ai même visité la crypte des Innocents, sous la fontaine des Innocents, pour méditer sur les os empilés. Un rappel que les Duval n'étaient que chair et os, vulnérables à la pourriture du temps et du scandale. Pierre a tenté de me contacter à nouveau, via un bouquet de roses livré à la Sorbonne, avec une carte « Pardonne-moi ». C'était elle, pas moi. J'ai brûlé les fleurs dans l'évier, inhalant la fumée âcre comme un exorcisme. Mais au fond, une faille, l'amour résiduel, ce poison lent qui me faisait douter. Étais-je en train de devenir comme eux? Mûre, calculatrice? Julien m'a rassuré lors d'un dîner au Procope, le plus ancien café de Paris, où Voltaire avait trinqué à la raison. Non, Claire. Tu rétablis l'équilibre. La loi du talion, à la française, œil pour œil, mais avec style. Le 31 décembre est arrivé, enveloppé de froid mordant et de feux d'artifice lointains. L'hôtel de Crillon scintillait comme un joyau sur la place de la Concorde, ses salons regorgeant de la crème de la société parisienne. Banquiers en smoking, actrices aux lèvres carmin, politiciens aux sourires huileux. J'ai franchi les portes au bras d'Élise, vêtue d'une robe noire pailletée qui épousait mes formes comme une seconde peau, le masque couvrant la moitié de mon visage. Pierre m'a aperçu de loin, son expression passant de la surprise à l'inquiétude. Ma belle-mère, perchée sur un tabouret comme une reine déchue, sirotait un cocktail, son collier de perles luisant sous les chandeliers. Sophie a déclenché la diversion pile à minuit, alors que les coupes de champagne levaient en toast au renouveau. « Pierre !» a-t-elle crié, assez fort pour couper la musique de Vivaldi. « Comment oses-tu me mentir encore ?» Devant tout le monde. Les têtes se sont tournées, murmure en flanc comme une marée.
Pierre, blême, a tenté de la calmer, mais elle a jeté son verre à ses pieds, le liquide ambré éclaboussant son pantalon. Dans la confusion, Élise m'a poussé vers la console technique, où notre hacker attendait, un jeune à casquette vissée sur le crâne. Maintenant, ai-je murmuré. L'écran géant, censé diffuser des vœux du président, s'est illuminé d'images. Scans médicaux falsifiés, lettres incriminantes, enregistrements audio crachant les aveux de poison. La salle s'est figée, un silence de tombeau. Ma belle-mère s'est levée, son visage un masque de cire fondue. Qu'est-ce que... Pierre a hurlé. Claire. Arrête ça. Mais il était trop tard. Les journalistes, invités en nombre, sortaient déjà leur téléphone, flash crépitant comme des coups de feu. J'ai retiré mon masque, affrontant la foule du regard. Mes chers Duval, ai-je lancé d'une voix claire, amplifiée par le micro volé, voici votre vérité. Stérilité inventée, meurtre ourdi, héritage volé. J'ai porté vos péchés. Maintenant, portez les miens. La panique a éclaté. Cris, bousculades, sirènes lointaines. Nous avons fui par les cuisines, l'odeur de foie gras et de trahison nous collant à la peau. La fuite à travers les rues de Paris ce soir de Nouvel An était un ballet chaotique, digne d'un film de Godard. Klaxons hurlants, feux d'artifice masquant nos silhouettes, la foule ivre de joie ignorant notre tourbillon de désespoir. Élise conduisait une vieille Citroën volée, un clin d'œil ironique à notre enfance, tandis que Sophie, recroquevillée à l'arrière, serrait son ventre comme un talisman. Moi, sur le siège passager, je regardais les lumières de la tour Eiffel s'estomper dans le rétroviseur, un phare de vanité au milieu de notre apocalypse personnel. Les sirènes de police ululaient déjà, un cœur funèbre pour l'Empire Duval qui s'effondrait en direct sur les chaînes d'infos en continu. Ils nous traqueront, murmura Élise, les jointures blanchies sur le volant. Maman a des contacts partout, flics, juges, même le ministre de la Justice. J'ai acquiescé, le cœur battant la chamade. Mais la peur était noyée sous l'adrénaline, cette drogue française qui transforme la défaite en triomphe éphémère. Nous nous sommes réfugiés dans un garni anonyme près de Belleville, un quartier bohème où les immigrés et les artistes se mêlent en un melting pot indifférent au scandale des beaux quartiers. Julien nous y attendait, son attaché-caisse bourré de faux papiers et de billets d'avion pour Lisbonne. Une planque temporaire, le temps que la tempête passe. Les nouvelles ont explosé comme une bombe à fragmentation. Le Figaro titrait « Scandale Duval, meurtre et fraude au cœur de la finance parisienne ». France 24 diffusait en boucle l'enregistrement, la voix de ma belle-mère résonnant dans les salons des Français. Elle pliera. Elle plie toute. Les réseaux sociaux, ces amphithéâtres modernes, se déchaînaient, Duvalgate trending, avec des mèmes de guillotine et de champagne empoisonné. Certains me acclamaient comme une héroïne féministe, brisant les chaînes patriarcales. D'autres me vilipendaient comme une vendetta hystérique, une mégère jalouse détruisant une famille pour un égo froissé. Les commentaires chiaient les PHE, bien faits pour ces bourgeois pourris. Contre pauvre Pierre, victime d'une folle. Pierre. Il m'a appelé à l'aube, depuis une cellule provisoire au commissariat du 8e. Sa voix brisée filtrait à travers le téléphone jetable. « Claire, tu as gagné. » Ils m'ont arrêté. Fraude, complicité. Maman nie tout, mais les preuves. Un sanglot. Pourquoi? Je t'aimais, à ma façon. À sa façon. Le mot m'a fait bouillir. Ton amour était un contrat, Pierre. Signé avec l'encre de mes larmes. Va en prison et médite sur les héritiers que tu n'auras jamais. J'ai raccroché, les mains tremblantes, mais une vague de triomphe m'a submergé. La belle-mère, interrogée sous caution, avait fui à son château en Provence, mais Interpol la pistait déjà, un mandat pour homicide volontaire. Le chaos trao est survenu 2 jours plus tard, quand Sophie a accouché prématurément sous le stress. Nous l'avons emmenée à une clinique clandestine, un endroit pour les indésirables, que Julien connaissait via ses cercles radicaux. L'enfant, un garçon aux cris vigoureux, est né sous un ciel de plomb, avec des yeux bleus comme ceux de Pierre, une malédiction vivante. Sophie, épuisée mais farouche, l'a nommé Lucien, lumière dans latin, un acte de défi. Il ne portera pas leur nom, a-t-elle juré, le serrant contre elle. Jamais. J'ai tenu le bébé, sentant pour la première fois une chaleur maternelle, ironique après tant de mensonges sur ma fertilité. Était-ce cela, la maternité volée? Un amour volé, prêté pour un instant? Mais la vengeance n'était pas achevée. J'ai orchestré le coup final depuis notre planque. Une conférence de presse virtuelle, diffusée sur YouTube et relayée par les influenceurs parisiens. Assise face à une webcam, Élise à mes côtés, j'ai lu une déclaration « Mesdames et messieurs, je ne suis pas une victime. Je suis la justice rendue par une femme lasse des ombres masculines. Les Duval ont empoisonné non seulement un homme, mais une génération. Voici les documents complets,
pour la transparence, pour la France. Les vues ont explosé, 1 million en 1 heure. La banque familiale a fermé ses portes, les vignobles saisis, le nom du Val devenu synonyme de ruine. Pourtant, au milieu de ce triomphe UAM, la tension montait. Élise, rongée par la culpabilité fraternelle, a craqué une nuit. Et si j'ai été trop loin? Pierre est mon frère. J'ai serré son épaule. Il s'est condamné lui-même. Sophie, plus pragmatique, se concentrait sur Lucien, mais ses yeux trahissaient la peur. Et si Pierre réclamait la garde? Les décisions causaient des fractures. Certains voyaient en moi une libératrice, d'autres une destructrice de foyer. Les féministes m'idolâtraient, les conservateurs me lapidaient en éditoriaux venimeux. La police a frappé à notre porte ce soir-là, non pour nous arrêter, mais pour nous protéger. Des menaces anonymes, des lettres de haine postées depuis Neuilly. « Madame, a dit l'inspecteur, un gaillard bourru au cigare éteint, vous avez ouvert la boîte de Pandore. Mais bravo. C'est propre. Propre. Un mot qui sonnait faux dans cette boue. Nous avons fui vers Lisbonne le lendemain, un vol de nuit, laissant Paris derrière comme un amant toxique. Lisbonne, avec ses azulégeaux bleus et ses collines escarpées, offrait un exil doux amer, un contraste poignant avec le gris perle de Paris. Nous nous sommes installés dans un appartement surplombant le Tage, loué sous un nom d'emprunt, Maria Silva, pour moi, des identités neuves pour Élise et Sophie. Lucien gazouillait dans son berceau, un phare innocent au milieu de notre tempête apaisée. Les nouvelles de France arrivaient par bribes. Pierre condamné à 10 ans pour fraude et complicité, sa mère extradée et jugée pour meurtre, un procès retentissant à la cour d'assises de Paris, couvert par des drones et des commentateurs hystériques. La banque Duval liquidée, les vignobles vendus aux enchères, une chute digne d'une tragédie racinienne, où l'orgueil précède la ruine. J'ai repris l'écriture, cette fois un roman, Les Ombres de Noël, un récit voilé de notre saga, soumis anonymement à un éditeur de la rive gauche. C'est cru, provoquant, m'a répondu la correctrice par mail. Vous divisez les lecteurs, certains crient au chef-d'œuvre vengeur, d'autres à la calomnie mesquine. Publiez-le. J'ai hésité, mais la soif de catharsis l'a emporté. Le livre est sorti en mars, coïncidant avec l'accouchement prévu de Sophie, ironie du calendrier. Les critiques ont pleuvé. Le Monde saluait une voix féminine UAM, tendue comme un câble à haute tension. Causeur me traitait de furie hystérique ruinant la famille traditionnelle. Les débats télévisés chiaient les PHE, vengeance justifiée ou vendetta destructrice. Une nation divisée, comme lors des manifs pour la loi sur l'IVG. Mais le twist est venu comme un coup de poignard dans le dos, lors d'une promenade le long de l'Alfama, sous un ciel d'azur impitoyable. Un paquet est arrivé par la poste, expédié de Paris, une enveloppe Kraft, sans expéditeur. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une photo. La lettre, de la main de Pierre, je reconnaissais ses jambages élégants d'avocat. Claire, avant que tout s'achève, sache la vérité. L'enfant de Sophie? Pas le mien. Le tien. Lors de cette soirée à Deauville, l'été dernier, quand tu as bu trop de rosé et que nous nous sommes disputés. Tu as couché avec Julien. Souviens-toi? Il me l'a avoué en prison, pour soulager sa conscience. Sophie était mon alibi. Ma mère l'a forcé à porter l'enfant via insémination. Un secret pour te briser, en te faisant croire à une liaison. Tu n'es pas stérile. Et moi? Je t'ai aimé jusqu'au bout. Pardonne-moi. Ou pas. Pierre. La photo. Un test ADN, daté d'il y a 2 mois, confirmant que Lucien était bien de mon sang, via le sperme de Julien stocké en banque. Mon monde a vacillé. Julien, mon allié, mon amant d'un soir impulsif après une dispute avec Pierre, il avait su et n'avait rien dit, par peur ou par calcul. Sophie, informée par la belle-mère, avait accepté le rôle pour une somme, et pour venger sa propre sœur, autrefois ruinée par les Duval. J'ai confronté Julien par visio, depuis un cybercafé enfumé. Son visage, ridé par le remords. Claire, c'était pour te protéger. Pierre menaçait de tout révéler sur nous. Nous. Le mot a claqué comme une gifle. J'ai raccroché, le cœur en lambeaux. Le choix était là, cruel et disputable. Révéler la vérité, accusant Sophie de mensonge, brisant notre fragile sororité? Ou taire, élevant Lucien comme le mien, un secret de plus dans cette chaîne de trahison? Les lecteurs de mon livre débattaient déjà de fins similaires. La vengeance guérit-elle ou empoisonne-t-elle l'âme? J'ai choisi le silence, pour l'instant. Élise a adopté Lucien légalement, Sophie repartant pour une vie nouvelle en Espagne, avec une pension généreuse issue des saisies. Moi, j'ai visité Pierre en prison, à Fresnes, sous un ciel de plomb. Il était amaigri, les menottes cliquetant comme un rappel. Pourquoi me le dire maintenant? Ai-je demandé, la voix neutre. Il a souri faiblement.
pour que tu vives libre. Sans chaîne. Libre. Le mot résonnait faux, mais pour la première fois, je sentais un apaisement BKCH. J'avais gagné la bataille, mais perdu la guerre de l'innocence. En sortant, j'ai regardé les barreaux se refermer, et j'ai su que la vraie prison était intérieure. Des années plus tard, Lucien, grand et curieux, m'a demandé « Maman, pourquoi les gens disent que tu es une héroïne controversée ?» J'ai souri, ébouriffant ses cheveux. Parce que, mon chéri, la vie est un roman français, pleine de twists, de passions et de fins ouvertes à l'interprétation. Et tandis que Paris appelait au loin, un nouveau Noël approchant, je me demandais, la vengeance avait-elle été justice ou simple miroir de leur poison? Le débat continue, dans les cœurs et les esprits. Fin.